Merci, chers téléspectateurs. Très content de vous retrouver encore une fois de plus devant vos petits écrans en attente de votre émission Vision panafricaine. Comme d'habitude, nous recevons encore une fois de plus pour vous l'invité de tous les jours, le complice de cette émission, Monsieur Yamba Yamba Choukou. Et comme vous le savez, c'est un haut cadre de l'UDPS, un ancien conseiller politique, culturel et économique de feu Etienne Tshisekedi, panafricaniste de son État et aujourd'hui président de la nouvelle vision panafricaine. Monsieur Yamba Yamba, bonjour. Bonjour. Monsieur Yamba Yamba, encore une fois de plus, nous vous invitons aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous sur les valeurs traditionnelles africaines face à l'impact occidental. Et alors, votre grande démarche d'aujourd'hui consiste à colmater les brèches qui menacent de miner définitivement la situation de l'Afrique, l'unité africaine, l'unité physique, culturelle et historique. Et donc, vous vous alliez sur la démarche de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Jomo Kenyatta, voire du colonel Kadhafi. Et donc, on se pose la question, tout le monde se pose la question de savoir quelles sont les armes que Yamba Yamba utilise pour pouvoir mener à bon port ce combat, cette démarche. Quel sera votre panacée là où Lumumba a échoué, là où Kwame Nkrumah a échoué, là où Jomo Kenyatta a échoué et Kadhafi venait de se faire casser le crâne à cause de cette démarche-là. La démarche de l'intégration africaine, la récréation de l'unité africaine, vous portez un lourd fardeau sur vous. Quelles sont vos assurances? Quelles sont les armes que vous utilisez pour pouvoir mener à bon port ces combats, Monsieur Yamba Yamba? Merci beaucoup, croyant. D'abord pour l'invitation et ensuite pour la pertinence de votre question. Croyant, je crois que vous l'avez dit, que ce combat ne date pas d'aujourd'hui. Il a daté, vous savez, avec la déportation des Africains dans les Caraïbes. Vous vous rappelez du combat qui a été mené par Toussaint Louverture en Haïti. Première victoire des Africains face à une armée superbement équipée de Napoléon Bonaparte. Ce qu'on a appelé la révolution de Saint-Domingue. Vous vous rappelez également du combat qui a été mené par William Du Bois et ses frères. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans les Caraïbes, que ce soit en Guadeloupe, en Guyane, en Antilles d'une manière générale, vous trouvez des hommes et des femmes qui sont debout. Les Omoutone, les Amamazama. Quand vous allez aux États-Unis, les Afro-descendants, vous avez des gens comme Bolefi qui étaient en santé, etc. Vous revenez en Afrique, presque dans tout le pays, on trouve des panafricanistes. Donc c'est pratiquement une renaissance africaine aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Yamba. Mais écoutez, nous n'avons pas beaucoup d'armes. S'il faut chercher les armes nucléaires, s'il faut chercher les armes sophistiquées, ça c'est la parole des Occidentaux. Mais nous avons la parole. Quelqu'un disait que la parole était au débit et la parole était avec Dieu. Et donc, si on a la parole, je pense qu'on peut y arriver. Or, la parole ici, ce n'est pas pour construire une confrontation permanente ou récurrente, mais c'est simplement de vouloir rechercher à construire des équilibres pour que nous soyons véritablement traités, c'est pas comme des êtres humains. C'est ce que nous cherchons. Mais nous avons l'arme, c'est la parole. Et la parole à travers une communication. Parce que croyez-moi, et je crois vous l'avoir dit toujours, croyant, qu'un de nos compatriotes, Kaliba, venait d'inventer une science, une discipline, qu'on appelle la mankhémologie. La mankhémologie, c'est une science qui étudie les séquelles, qui étudie les effets, l'impact, les traces que dispose un peuple face à un système qu'il a subi. Vous savez qu'en fait, que nous avons subi plusieurs agressions en Afrique, que ce soit la religion révélée, que ce soit
les modèles de démocratie, les modèles de corps à travers la colonisation, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, la guerre froide, la mondialisation, etc. Toutes ces agrégations ont fait que nous changions notre façon de voir les choses. Et donc, au point où tous nos compatriotes subsahariens ont changé, ne savent même pas que l'homme noir peut aussi avoir des capacités comme l'homme blanc. Tous nos compatriotes aujourd'hui ne peuvent pas savoir que nos ancêtres disposaient également des religions. J'allais dire de la spiritualité, parce qu'il y a une différence nette entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est une institution humaine, organisée par des personnes qui croient vouloir être en liaison avec un Dieu, mais qui mettent leurs dogmes, leurs pratiques, leurs usages. Et ces usages, vraiment, nous ont été imposés parce que c'est importé. Quand cela ne tienne, nous avons la parole. Et raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Pourquoi on est à la télé? C'est justement pour informer nos compatriotes. Vous croyez qu'on peut passer à la télé gratuitement comme ça? C'est parce que regardez comment nous prenons du temps. C'est pour aider nos compatriotes. Parce que nous avons beaucoup expérimenté les expériences. On ne peut pas vouloir parler de la démocratie et une démocratie qui n'aboutit qu'à des guerres récurrentes. Une démocratie qui n'aboutit qu'à des conflits. Alors cette démocratie est importée. Pourquoi ne devons-nous pas réfléchir pour dire, est-ce que nos ancêtres n'avaient pas leur démocratie? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que véritablement nous puissions photographier? Parce qu'il y avait des empires, il y avait des royaumes, il y avait des rois. Moussa Kanka était le roi le plus riche au XIIe siècle. Comment les Maliens sont allés découvrir l'Amérique et les Amérindiens avant Christophe Colomb? Mais nous étions puissants. Pourquoi à l'époque, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, nous avions la charte des droits de l'homme, monde entier, 45 à 44 articles, Karoufuga. Pourquoi on en avait? Nous étions en avance. Nous sommes tombés de bas. Mais nous devons restaurer ça. Nous devons restaurer. Tous ces grands intellectuels, les premiers intellectuels, j'allais parler de Thalès, qui était, n'est-ce pas, en Grèce, qui est venu chez nous, qui est resté dans la cour de Pharaon pendant 22 ans. Platon est resté pendant 30 ans. Nous avions la médecine, nous avions la chirurgie, nous avons l'astronomie. Voilà. Donc toutes les sciences sont africaines. Elles ont été exportées. Et voilà. À cause des agressions, nous avons connu ce que nous avons connu. Mais alors maintenant, il faut dire aux gens, qui peut croire que nous avons inventé la médecine? Qui peut croire que nous avons une puissance qui peut nous aider à construire l'astronomie? Qui peut croire? Regardez, j'ai suivi même des témoignages dans une église révélée ici. Quelqu'un qui dit, mais je partais la nuit et puis il y avait une grande rencontre, je ne sais pas à quel niveau. C'est un peu comme les astronautes vont chercher d'autres planètes, etc. Et donc il y a possibilité véritablement de faire cela dans nos pays. Alors mais comment on fait le faire? Il faut dire clairement ces choses. Et c'est pas moi je ne suis pas le premier à le dire. Tous nos compatriotes, que ce soit les Afro-descendants, que ce soit la diaspora, que ce soit nous qui sommes en Afrique, nous sommes en train d'en parler. Maintenant, il faut mettre en place des stratégies innovantes pour que ces stratégies aident à faire aboutir, n'est-ce pas, ces informations à destination. Et la destination, ce sont nos concitoyens qui, en réalité, ont été formés dans un système mathémologique. C'est-à-dire, il n'existe pas d'eau de capacité chez le noir. On a de l'intelligence que celle qui vient véritablement de l'extérieur. Et c'est pourquoi on est auréolé avec nos petits diplômes qui n'inventent rien, nos petits diplômes qui nous poussent simplement à répéter à longueur de journée, à devenir des perroquins. C'est que Joseph Kizerbo appelle les intellectuels des diplômes. Non, Boileau les appelle des insultes. Voilà un peu où est-ce qu'on en est. Il faut donc élaguer tous ces manquements, ces maquetas, ces maquetus, qui sont des séquelles, qui nous ont caractérisés, qui nous ont absorbés, qui nous ont infantilisés, au point où nous ne pouvons plus croire en nous-mêmes. Nous avons perdu l'espoir, nous avons perdu l'estime de soi, nous avons perdu la confiance en soi, et aujourd'hui, nous n'avons même pas l'affirmation de soi. Et donc tout cela ne peut se réaliser. La première arme, c'est la communication agressive, la parole. Et voilà, il faut recruter beaucoup de gens. Je suis très heureux avec le travail que font les églises noires. Je suis très heureux également
Parce qu'il y a même des prêtres catholiques qui aujourd'hui travaillent dans cette perspective pour dire, mais il y a moyen de restaurer la vérité, il y a moyen de dire à notre peuple que nous avions de toutes les capacités humaines pour transformer notre environnement, mais les agressions liées à la religion, les agressions liées au modèle d'organisation, les agressions liées au système éducatif que nous avons reçu, les médias qui sont à notre chasse, et les cercles maçonniques, j'allais dire les cercles mystiques et philosophiques qui nous assiègent et qui font de nous, n'est-ce pas, des esclaves des autres, font qu'aujourd'hui, bon, nous avons tout perdu, quoi. Nous avons tout perdu, et nous devons amener l'information pour que cette information aide les gens à déprogrammer leur mentalité, à défomenter leur logiciel et à décoloniser psychologiquement leur façon et leur attitude et leur comportement. Merci, M. Yamba Yamba. On vous a très bien suivi. Mais il y a un problème. Avant d'aborder la question sur les données basiques de votre démarche, nous voulons relever cette question très importante liée à la problématique de la machémologie. Vous parlez de la machémologie et vous indiquez très précisément que la masse critique de nos pays africains, c'est-à-dire les intellectuels, sont marqués par ces machem, donc ces scories d'une formation biaisée. Alors maintenant, ça pose un problème, véritablement un problème, M. Yambamba, parce que cette remise en question de la classe intellectuelle entre absolument en contradiction avec l'idéal politique de tous les pays africains. Les pays africains se battent pour avoir le plus grand nombre d'intellectuels possible, le plus grand nombre de magistrats, le plus grand nombre d'infirmiers, de médecins, le plus grand nombre des politiciens, les politologues, ceux qui ont fait la science politique, le plus grand nombre de gestionnaires d'entreprises, le plus grand nombre de relationnistes, et on se bat pour ça. Or, la démarche de M. Yamba Yamba est totalement iconoclaste au point de rejeter toutes ces valeurs qu'il considère lui. Et ses amis du panafricanisme, les Mbongbong Bassong, considèrent que c'est une école de désintégration, une école de diplôme, une école qui crée qui est à la base du syndrome même de la diplomite. Et donc, vous rejetez tous ces diplômes-là. Alors, vous entrez totalement en contradiction avec la démarche politique même de nos États africains qui veulent que nous ayons le plus grand nombre de diplômés possible. Comment vous allez vous y prendre? Comment vraiment vous réussirez naturellement dans cette mission qui entre en contradiction avec les objectifs de nos États africains? C'est ça, vous savez, un croyant africain, c'est là le problème. Le problème est bien identifié. Le problème est vraiment identifié parce que le rôle de l'école est un rôle important, du moins pour la configuration de l'action publique aujourd'hui. Beaucoup souhaitent que tout le monde aille à l'école, que tout le monde soit formé, etc. C'est comme ça que nous avons des juristes, nous avons des relationnistes, vous l'avez dit, des politologues, et chacun est auréolé d'un prestige lorsqu'il se présente, qu'il a tel ou tel diplôme, etc. Oui, il faut le faire, il faut en avoir, mais croyant, pour quelle valeur ajoutée? Pour quelle plus-value? Déjà, par exemple, si je prends l'exemple de mon pays, en 1960, nous n'avions pas plus de 13 diplômes universitaires. Mais bon, la société a fonctionné. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de 3 millions de diplômes universitaires. D'université. Et puis bon, voilà. Prenez simplement un diplômé d'université au rang de professeur. Confiez-lui la responsabilité. Premier ministre,
ministre, PDG, dites-moi au bout de son mandat quel sera le résultat. Dites-moi au bout de ce mandat qu'il vous dise ce qu'il a prévu et ce qu'il a réalisé. Vous voyez? Donc le diplôme est pour nous quelque chose de prestige. Je suis professeur. Et puis après, quelle est théorie et quel est l'effet ou l'impact de cette théorie pour déplacer la société vers le point A vers le point B? Il n'y a rien. Donc nous sommes des hommes prestigieux. Et c'est en dessin que l'Occident nous a tendu comme piège. C'est un dessin. Et donc, la vision et l'horizon de ce qui a été donné par l'Occident, c'était de former des commis qui étaient à ses côtés pour travailler comme des relais, n'est-ce pas, de courtiers, de commissionnaires, etc. C'est ça. Et ils sont partis, ils nous ont laissé la colonisation. Et donc, nous sommes restés dans cette machémologie pour dire, voilà, moi, j'ai envie vraiment de travailler pour rendre service au patron. Raison pour laquelle, il faut voir même en Europe, chers croyants, quelqu'un termine, il est docteur, n'est-ce pas, en mécanique. Mais il a sa farde de chemise où il met son diplôme en train de chercher du travail. Pouvez-vous imaginer ça? Même étudiant en Europe, il a un doctorat, mais il ne peut rien faire. Il a sa farde de chemise en train de chercher du boulot. Il ne peut pas inventer, il ne peut pas créer sa propre entreprise. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'école que nous avons, qui est une école occidentale, importée, c'est une école qui est en divorce avec nos besoins. Parce que nous avons des besoins pour développer notre société. Mais nous avons besoin de former les gens pour qu'ils puissent justement donner des réponses. Notre société antique qui n'avait pas de chômeurs. Il n'y avait pas de chômeurs. Il n'y avait pas de chômeurs. Tout le monde travaille. Mais oui, mais écoutez, fait, je suis allé à Ingende, dans la province de l'Équateur, à 180 km de Madagascar. J'ai mené une étude parce que je travaillais sur le système éducatif. Construire la cohérence mathématique entre le système éducatif et les besoins de la société. Chers croyants, qu'est-ce que je n'ai pas trouvé? J'ai trouvé que les activités qui sont réalisées par la population d'Ingende, c'est la chasse, c'est la pêche, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Alors, j'ai vu que ce sont ces activités, parce que chacun change sa situation au travers de l'activité qu'il réalise. Et donc, je regarde, j'observe les écoles organisées. J'ai trouvé qu'il y a la pédagogie, il y a la littéraire, il y a la biochimie, la scientifique. Aïe, 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 aïe. Alors maintenant, les jeunes gens qui étudient à Ingende seront des chômeurs de luxe. D'abord, ils ne connaissent pas ce qui constitue leur vie. Parce que personne n'est formé. Il n'y a même pas une école agricole. Personne n'est intégré à son environnement. Personne n'est intégré. Local. Et personne. L'enseignement qui est reçu, c'est un enseignement de désintégration, de désarticulation. Bien sûr, par rapport à l'enfant. Pour construire une migration vers là où on va trouver le travail. Avec sa farde de chemise. Et donc, ils quittent Ingende et ils viennent en ville. Entre-temps, en ville, ah bon? Ce sont des relations organiques. C'est déjà la planification de l'exode rural à travers l'école. À travers l'école. Il va faire quoi? Lui qui est né au village, qui aurait pu savoir comment on cultive, il n'a pas cultivé. Et quand vous allez à l'école, l'enseignant vous dit, vous répondez à une question, vous n'avez pas bien répondu, il dit, alors c'est un paysan. Donc le fait de devenir un paysan, c'est une insulte. Et donc on prend distance vis-à-vis véritablement de ce qu'on doit pouvoir vivre. Or l'homme doit vivre. Et pour vivre, il faut une activité. Il faut bien apprendre. Il faut une spiritualité au travers de ce que vous faites. Et voilà, donc on a formé des hommes et des femmes qui sont véritablement des chômeurs, qui sont à distance avec les réalités, en distance désintégrés de leur environnement. Bien entendu. Et quand ils viennent à ville, ils ne trouvent rien, ils forment une armée de chômeurs de luxe. Parce qu'en ville, il semble qu'il y a des industries. Or, il n'y a pas de place. Il a sa farde de chemise, il va, il n'y a pas d'emploi. Chacun tire son copain, sa copine, ou alors ce frère, le népotisme crée, et puis il n'y a pas d'emploi. Et vous avez toute une armée de chômeurs, c'est comme ça que vous avez, lorsqu'il faut une manifestation, vous avez des gens qui sont dispo, etc. Lorsque quelqu'un vient, dit, bon, à l'église, moi, je vais prier pour vous pour en trouver du travail, et alors on veut nous railler l'afflux des diplômés, etc., en train de croire qu'on va trouver du travail pour lui, en priant. Vous voyez, en priant, non. Mais écoutez, il faut du travail.
Il faut du travail. Donc on aurait pu créer une école de l'agronomie, une école de la pêche, oui, et voir comment... Une école de chasse. Des chasses, et des écoles intégratrices de leur milieu de vie. Vous savez, actuellement, quand vous êtes au village, mais vous êtes c'est considéré comme quelqu'un de bas étage. Or, au village, on aurait pu avoir des hommes, un entrepreneur, un fermier, qui a son champ, qui a son élevage, qui a sa pirogue, qui a sa navette, il est en train de circuler pour aller avec son petit bateau industriel pour pêcher, etc. Et comme vous voyez en Europe, les gens, il est pêcheur, mais il a son usine où on fabrique des boîtes, et puis il vend, et il crée une chaîne de valeur ajoutée. Or, chez nous, c'est pas ça. Monsieur Yambamba, j'ai suivi un documentaire dans lequel les jeunes garçons islandais quittent l'école à l'âge de 15 ans et il devient pêcheur. Il apprend la pêche dans un bateau avec son père et il a quitté l'école à l'âge de 15 ans. À l'âge de 20, 30 ans, il devient un expert pêcheur expérimenté. Voilà, donc voyez ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est là justement que j'ai toujours dit, et si le chef de l'État me suit, même ses conseillers, etc. Moi je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, il faut une gratuité de l'enseignement. C'est très important parce qu'on a réussi à mobiliser 2 500 000 enfants, ce qui est une percée spectaculaire. Mais il reste un deuxième défi, c'est lui de savoir quel est le contenu qu'il faut donner véritablement à ces enfants. Parce que croyez-moi, à l'époque, nous, dans les années 80, je voyais qu'il y a des écoles, on savait qu'à telle année, etc., il y aura autant de diplômés, et on essaie de faire une planification avec les différentes entreprises qui existaient, et on sait que, bon, tel institut ou telle université avec telle spécialisation, il y a autant, n'est-ce pas, des institutions qui ont besoin d'un personnel. On terminait les études, automatiquement on est affecté, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et non seulement ce n'est pas le cas en termes d'embauche, mais écoutez, pour faire quoi et quelle est la valeur ajoutée de ce que vous faites? Vous pouvez être président de l'Assemblée nationale, président de ceci, ministre de ceci, etc., docteur d'université. Mais c'est zéro. C'est zéro. Franchement, notre peuple, sincèrement, je suis en train de dire ces choses après multiples réflexions pour dire que les diplômes que nous avons, c'est du prestige inutilement inutile. Et qu'aujourd'hui, il faut un débat de fond sur les contenus d'enseignement. Et ces contenus d'enseignement doivent pousser à la restauration de la spiritualité authentique. Et combiner, n'est-ce pas, la théorie, la pratique et la spiritualité. C'est très important. Et faire en sorte que cette théorie permette véritablement de répondre. Regardez, je vous ai dit, les Chinois sont 1,4 milliard d'habitants. À cause de leur spiritualité, ils ont généré des technologies. Ils ont 650 technologies contre 450 américaines. C'est gravissime. Ça n'a jamais été le cas. Les 20 dernières années. Non, non, non. Mais vous savez, comme ils sont nombreux, il faut donner n'est-ce pas, de logement aux gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont découvert, grâce à leur spiritualité, parce que les Chinois se sont enfermés en 1949 pour faire la révolution culturelle. Ils ont mis de côté les imams, ils ont mis de côté les prêtres, les pasteurs, etc. Et ils se sont renfermés sur eux-mêmes et construit la cohérence mathématique avec leur environnement, leurs ancêtres, etc. Et ils ont été inspirés, au point qu'aujourd'hui, ils ont donné des grands progrès, Et ils ont engendré parmi les technologies la capacité de construire des maisons de 30 étages à 15 jours. Je vous assure, aujourd'hui, plus de 900 millions de Chinois sont logés. Vous voyez, mais nous ici, non seulement nous n'avons pas à manger, nous avons des fleuves, nous avons des grands affluents, etc. On pouvait bien, nous avons 1500 espèces de poissons. Nous pouvons avoir, mais il n'y a même pas. Vous allez en Gombe, le poisson mer de vieillesse. Mais à l'époque, moi je connais mon grand-père, Makoa,
à l'époque. Il avait des technologies pour attraper les poissons. Les motos. Oui. Et on en faisait des mâles et des mâles qu'on exportait pour aller vendre. Sans passer par les petits filets qui vous attrapent, non. Même le frétin. Non, non. Merci, merci, monsieur. Mais personne n'a été formé dans ça. Personne. Personne n'a été formé. Or, on devrait avoir des initiations pour former de génération en génération. Donc, il faut ramener, il faut reconstituer cette vieille école. Mes chers amis, je crois que le président Yamba Yamba, président de la nouvelle vision panafricaine, suggère ceci. À l'Équateur, par exemple, pour un État responsable, on peut créer des écoles orientées, par exemple, vers la menuiserie. Parce que cette école va intégrer l'enfant qui y naît. Parce que avec les bois de l'Équateur, on peut créer des usines pour vraiment la récupération de la plus-value, c'est-à-dire donner une valeur ajoutée à leurs arbres. Alors, avec une création d'une école orientée vers la menuiserie, par exemple, on n'aura pas de chômeurs. Une école de la pêche, par exemple, dans au province province de la Chopo, Chopo, une école de la pêche. Une école de l'agriculture dans le Bas-Congo, dans le Kivu. Une école de la transformation de minerais, une sorte d'ISTA améliorée, intégrée à la vision africaine, par exemple dans le Kasaï et dans le Katanga, des gens qui peuvent transformer les matières premières. Et vous savez, Croyant, oui. Vous savez, oui. Nous avons 48 minéraux dans le site Katanga. 12 n'existent nulle part au monde. Mais il n'y a même pas une école de géologie. Il a existé un institut supérieur de géologie. Vous savez lequel institut supérieur? Quelle matière? Qui transforme quelle matière? Rien du tout. Regarde, vous êtes dans la province orientale. C'est une province forestière. Que ce soit la Chopo, que ce soit le Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, etc. Il a existé une faculté de foresterie. On a enlevé cette faculté. Et la forêt, elle fait quoi? Et même les Blancs étaient... On a même délocalisé, n'est-ce pas, l'université, qui était à Yangambi. Oui. Il faut aller voir, une superbe végétation. Tous les palais sont délabrés complètement. Et on amène ça dans la ville. Parce que personne ne veut aller là-bas. À 90 km, vous vous imaginez? Même pas une couche de peinture. Et les enfants, les étudiants, ils font quel stage? Ils font quelle pratique? Où ils le font? Et donc on éloigne l'enfant de son milieu naturel. Pour qu'il soit intégré et capable. Vous savez, dans beaucoup de pays croyants africains, tous ces gens, par exemple, qui terminent dans les sections agricoles, faculté agricole, agronomie, compagnie, etc. Mais écoutez, lorsque vous avez une superbe végétation, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Mais nous avons des fermiers formés. Si on a un gouvernement responsable, on identifierait tous ces diplômés-là. On leur confierait des espaces. Et ils deviendraient des agro-industriels. Parce qu'ils ont la technique, ils ont la technologie nécessaire. Et ils peuvent recruter des jeunes qui se trouvent au village. Parce qu'eux aussi savent mettre le main dans la pâte. Et ils prennent ces enfants qui ont été déjà initiés, qui ont été préparés déjà à la base, et qui deviennent finalement des entrepreneurs en dérivation. Voilà. Des énergies utiles pour la société. À ce moment-là, on produit beaucoup. La loi de l'offre et la demande va jouer. Les prix vont baisser. Chacun aura quoi manger. Et chacun aura aussi des revenus. Parce qu'avec ça, il peut s'acheter une maison. Il peut s'acheter une chemise. Il peut s'acheter un vélo. Il peut s'acheter quoi manger. Voilà. Donc, on n'a pas construit la cohérence. Les différents États généraux n'ont pas posé des questions questionnantes. Des questions qui véritablement permettent à ce que on puisse véritablement avancer. Voilà la difficulté. Et donc, nous voulons, dans le cadre de la nouvelle vision panafricaine, que nous posions cette question, que nous ne puissions pas faire un reçu sans interrogation. Oui, nous avions eu des écoles. Et pour quelle fin? Pour quelle plus-value? Pour quelle valeur ajoutée? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Et c'est là justement que nous allons devoir présenter au président de la République un modus opératoire, où nous voulons véritablement retravailler l'enseignement. Parce qu'on ne peut pas créer des chômeurs de luxe. On ne peut pas créer des gens divorcés de notre environnement.
On ne peut pas créer des petits communs au service des africanophages. On a besoin des hommes et des femmes qui sont capables de s'installer, de se sédentariser, de produire, de renflouer les caisses de l'État, mais de jouer sur la loi de l'offre et la demande, parce qu'en fait, il y aura pas mal de richesses. Et c'est comme ça qu'on sera comptabilisé parmi les nations du monde. Alors maintenant, quand on a de voix, on voit déjà, mais ce sont des intellectuels de syllabis, des intellectuels des livres, des intellectuels de papier, des perroquins, des récitateurs. Nous n'avons pas des intellectuels de questionnement. Des gens qui, véritablement, se battent d'une recherche et action, ils disent, ah, ça produit, mais ça ne produit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour générer une variété? Tous les centres de recherche aujourd'hui, non seulement ils ont la culture occidentale, mais ils n'ont pas, naturellement, la capacité nécessaire pour faire véritablement ces recherches et donner la possibilité au Congo et aux Congolais de trouver leur compte. Absolument, absolument, M. Yamba Yamba. C'est clair. Messieurs les téléspectateurs, vous vous rendez compte que nous sommes véritablement dans une école de désintégration et donc nous devons véritablement réfléchir sur ce que nous faisons. Nous devons réfléchir parce qu'aujourd'hui, véritablement, les colonisateurs ont même mieux réfléchi que nous. Et nous sommes en train de planifier nous-mêmes l'exode rural à travers ce que nous faisons avec notre jeunesse. Déjà, on prépare la jeunesse à l'exode rural parce que la jeunesse n'est pas intégrée à son milieu naturel. Et aujourd'hui, le président de la nouvelle vision panafricaine est là. Il vous propose tout un autre discours. Alors, M. Yamba, nous avons amené un élément ici du président, du premier ministre italien, Luigi De Maio. Lui, il soutient un discours qui est totalement à l'antipode de ce que pensent les Congolais, par exemple, et les Africains. Pour Luigi De Maio, il pense que les malheurs de l'Afrique sont surtout créés, provoqués par la tendance néocoloniale de la France qui continue toujours de diriger et de coloniser l'Afrique. Par contre, les Africains, le cas de la RDC par exemple, on nous dit que les malheurs de la RDC c'est le Rwanda, les malheurs de la RDC ce sont les Banyamulenge. Suivons d'abord le Premier ministre italien Luigi De Maio et puis revenons sur place au plateau. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Merci M. Yamba Yamba pour ce Premier ministre italien. C'est la France, entre autres cette France, qui continue de coloniser l'Afrique, qui est à la base de notre misère, des difficultés que subit l'Afrique. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, mais les Africains, surtout l'Afrique subsaharienne, n'est pas indépendante. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation, et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la néocolonisation. La néocolonisation se réalise par des personnes interposées, des personnes qui sont des relais volontaires, mais qui sont soutenus naturellement par les puissances d'argent qu'on appelle généralement les africanophages. La France a ses colonies. Aujourd'hui, vous savez, la monnaie franc CFA, c'est une monnaie de servitude. C'est une monnaie de la France qui continue véritablement à régenter, n'est-ce pas, les pays africains. Il est démontré que si cette monnaie, les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, j'allais dire les pays qui ont été autrefois colonisés par la France, s'ils se détachent, n'est-ce pas, de franc CFA, etc., la France qui est aujourd'hui 6e puissance économique va aller jusqu'à la 15e puissance économique. Vous voyez? Et donc, jusqu'à preuve du contraire, la monnaie franc CFA bénéficie plus
n'est-ce pas, à la France, qui détient les bons de trésor, etc., et qui, au travers les montants qui est demandé aux pays africains de verser dans la banque, en France, etc., c'est le même montant qu'on emprunte aux Africains, etc., et la France trouve véritablement des dividendes. Mais qu'est-ce qui fait que les Africains n'arrivent pas à comprendre, à désamorcer tous ces jeux-là? Ils n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui, dans notre pays par exemple, on ne voit que le Rwanda. C'est le Rwanda qui est à la base. Ce sont les politiciens qui ont signé des accords avec le Rwandais. Et ce sont les Banyunya Moulang qui sont... Mais un discours qui est juste l'inverse de ces leaders italiens. Qu'est-ce qui fait que l'homme noir ne soit pas en mesure de déterminer toute la chaîne des causalités des faits qui nous maintiennent dans la soumission de l'homme blanc? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre que notre ennemi commun, ce n'est pas forcément nous, ce ne sont pas forcément nos voisins, mais c'est plus l'axe du mal de l'Occident? Quelles sont les armes qu'ils utilisent pour nous maintenir dans cette mentalité sous-développante? Dans ce que vous dites, croyant, vous dites des choses vraies. L'Occident, comme je vous ai dit, continue sa colonisation par des personnes interposées et continue à exploiter l'Afrique. Pourquoi les Africains acceptent-ils cela? Il y a eu des leaders en fait qui ont tenté véritablement de combattre cela. Vous savez que Sylvanus Olympio du Togo a été assassiné. Vous savez que Kwame Nkrumah, à l'époque, a été victime d'un coup d'État, jusqu'à mourir dans des conditions malveillantes. Vous savez, Patrice Lumumba est décédé, a été assassiné. Vous savez les difficultés qu'a connues Sékou Touré. Vous savez que Modibo Keïta, qui était panafricaniste, a été mis de côté par le système de coup d'État. Vous vous rendez compte, ils ont mis en place le système de coup d'État. En 68, Modibo n'était plus là. Il a été emprisonné, etc. Et récemment, vous avez vu, Sankara a été assassiné. Et le colonel Kadhafi assassiné. Laurent Gbagbo, qui a tenté de vouloir changer la monnaie CFA, a été arrêté. Et il a vu sauve simplement parce que les Africains étaient debout. Après avoir assassiné Kadhafi, on craignait qu'on puisse véritablement avoir une autre responsabilité. C'est comme ça que Gbagbo, on l'a maintenu, on l'a mené à la CPI. Donc, tous ceux qui ont osé, naturellement, de dire le contraire, etc., ont été éliminés. Les quelques rares qui ont persisté, etc., qui ont résisté, sont des personnes qui ont été en allégeance. Parce que, vous savez, nous avons connu un système patrimonial. Le système patrimonial, c'est un système qui met en place une mendicité internationale et qui maintient, naturellement, les gens, ce qu'on appelle des courtiers au pouvoir, mais ce courtier travaille au service de puissance d'argent. Mais je voudrais, parce que vous parlez du Rwanda, écoutez, attention, les africanophages ont toujours des relations avec ce qu'on appelle des courtiers ou des sous-traitants. Lorsqu'ils veulent agir, vous savez, le Congo-Kinshasa, c'est un grand pays avec autant de minéraux. Je vous ai dit, Sud-Katanga seul, c'est 48 minéraux, 12 n'existent nulle part au monde. Lorsque François Dengue, le Camerounais, a fait une étude sur le minerai stratégique en Afrique, 14 minéraux, dont le Congo prend le dessus, première ou deuxième position dans le monde, vous imaginez. Et donc le Congo, c'est un pays de prédilection qui visiblement doit être exploité de fond en comble. Et pour cela, il faut avoir des sous-traitants. Voilà. Qui véritablement sont des voisins avec nous. Okay. Et le Rwanda endosse une responsabilité parce qu'il entre dans le jeu de l'africanophagie africaine. Parce que l'africanophagie... Ce n'est qu'une conséquence, ou plutôt il est entré dans le jeu, mais en fait ce n'est pas le Rwanda qui serait la véritable non, cause. Non, le Rwanda est au service, il est sous-traitant. Absolument. Et il bénéficie. Alors, mais mon problème, parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes, qu'est-ce qui fait que dans l'imaginaire de l'Africain et du Congolais, on n'arrive pas à attaquer la cause? Parce que moi, j'ai l'impression qu'au lieu d'attaquer la conséquence, il faut plus voir la cause. Rwanda sous-traitant. Alors maintenant, pourquoi ne pas voir... Il y a des commissionnaires là dans notre pays. Alors pourquoi les Africains n'arrivent-ils pas vraiment véritablement à pointer du doigt la cause, c'est-à-dire ceux qui sont à la base de tous ces désordres, de tous ces chaos qui est
véritablement Je vous ai dit que programmé. par le passé, les choses étaient telles que si vous osez, vous êtes dedans. Aujourd'hui, il y a une marge de manœuvre. La géopolitique internationale pose la problématique de la multiplicité de puissances des régions. C'est comme ça que s'il y avait une puissance unidirectionnelle, qu'on appelle les États-Unis, qui étaient devenus véritablement le seul directeur du monde, aujourd'hui, il y a multipolarité. Voyez, multipolarité. Vous avez la Russie, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez des pays comme la Corée du Sud, tous ces dragons et tigres asiatiques. C'est que très clairement, même le Brésil, c'est que très clairement, il y a une marge de manœuvre. Si les Africains pouvaient comprendre, avoir un horizon politique. Le grand problème, c'est que nous n'avons pas d'horizon politique. La plupart des Africains ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des réactionnaires. Un réactionnaire n'a pas d'horizon, il ne voyage pas dans les temps pour savoir à 50 ans, 100 ans, qu'est-ce que nous faisons pour construire une dynamique. Il n'y en a pas. C'est comme ça que beaucoup ont été tués. Même Sankara Mourandé, il a été très efficace, hyper efficace, mais il n'avait pas d'horizon politique. Voilà. Alors maintenant, nous avons la possibilité véritablement de nous en sortir et de poser des problèmes. Mais encore qu'il faut informer naturellement les Africains. Parce qu'il existe ce que nous appelons des imaginaires fragmentés. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont totalement communistes, il y a des libéraux, il y a des socialistes, et il y a des hommes qui sont des chrétiens, les autres musulmans. Voilà. Il y a des hommes... Donc les Africains ne sont pas suffisamment informés. Les Africains ne sont pas suffisamment informés, mais l'africanophage, c'est un grand manipulateur. Il oppose les chrétiens entre les musulmans, il oppose les musulmans avec les églises noires, il oppose les intellectuels, il y a des ceux qui se disent hegeliens, des qui se disent marxistes, etc. Et donc ça devient des objets de manipulation qui nous met en confrontation permanente au point où nous n'avons pas un seul projet. Et même quand nous parlons des États-Unis d'Afrique, ça a été divisé, vous vous rappelez, en 1963, il y avait le groupe de Casablanca, le groupe de Monrovia. On n'a jamais réussi. Et même quand Kadhafi avait demandé avec la création de l'Union africaine qu'on puisse créer les États-Unis d'Afrique, il y a eu des contestations, simplement parce qu'il y a eu une manipulation des africanophages. Au niveau de l'information. Voilà. Et donc voilà, M. Yamba Yamba, nous sommes au terme de cette émission d'aujourd'hui. La manipulation de l'information. Et donc, les informations que nous suivons à la radio, à la télévision, les informations ne sont pas neutres, M. Yamba. Bien entendu, parce qu'ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Et nous ne mettons pas des mécanismes qui nous permettent de renforcer notre vision, notre offre politique. Ceux-là, ils utilisent les médias, comme ils utilisent les religions, comme ils utilisent l'école, comme ils utilisent leur système démocratique, comme ils utilisent le cercle ésotérique maçonnique, etc., comme ils utilisent les ONG, comme ils utilisent les fondations, comme ils utilisent les différents projets internationaux, etc., pour nous assujettir. Et nous n'avons pas véritablement une vision claire pour qui nous permette véritablement d'affirmer notre identité, d'affirmer notre autonomie. Nous n'avons pas de pensée autonome. Cela. Et donc, ce que vous venez de suivre, c'est parce qu'effectivement, ils ont des médias qui nous endoctrinent, qui nous matraquent chaque journée. Et vous voyez même nos chefs d'État, nos dirigeants, etc. Pour faire une communication, il doit passer par une radio. Regardez, allez dans tous les pays africains, quittez l'aéroport vers la ville. Vous allez trouver des grands panneaux RFI, si c'est un pays francophone. Quand vous êtes un peu anglophone, BBC, ou bien CNN, etc. Mais où sont véritablement nos médias africains? Vox Africa, il est où? Elle est où? Africa 24, elle est où? Et nos chefs d'État ne vont même pas dans nos chaînes. Ils disent, ces chaînes n'ont pas d'audience. Et quand vous n'allez pas dans ces chaînes-là, comment ils vont avoir de l'audience? Alors maintenant, on est dans un système manchémologique où les gens sont adaptés par rapport à l'ancien système et ils ont difficile de décoller pour construire leur autonomie de manière à permettre à l'Afrique véritablement d'avancer. Et je termine en disant, tout ce que nous sommes en train de voir, Rwanda, Ouganda, Burundi, etc., tous ces pays voisins, encore qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Si on aura un État fédéral africain, si on aura les États-Unis d'Afrique, avec tous ces pays-là, ils deviendront finalement des régions, ils deviendront des provinces, et entre nous, nous allons créer des projets intégrateurs, nous allons construire une unité commune, nous aurons une caisse de péréquation à l'échelle
l'échelle africaine et on va se répartir nos richesses. Parce que croyez-moi, si nous partons commander 30 millions, 50 millions à l'extérieur, l'Algérie a 180 milliards de dollars de réserves. Je ne vais pas parler du Maroc. On aurait cet argent en Afrique, on mettrait en place une caisse de péréquation et on travaillerait pour que véritablement l'Afrique puisse avancer. Mais ça, nos dirigeants sont encore bandés. Il faut qu'il y ait des hommes comme vous, comme moi, qui se mettent debout pour donner l'information nécessaire, transformer notre façon de voir les choses et mettre en place un paradigme qui est fondamentalement africain de manière à sortir de cette situation. Mettre en place un paradigme qui est totalement et fondamentalement africain, ça aura été votre mot de la fin, parce que la régie nous signale que nous sommes pratiquement au terme de l'émission d'aujourd'hui. Les questions sont restées pendantes. On n'a posé qu'un quart des questions que nous avions préparées. Et donc, vous êtes obligés de rester, de suivre nos émissions dans BRT Africa, dans Tokomiwapi, dans Congo Media Channel et un peu partout dans plusieurs chaînes. Monsieur Yamba Yamba, bonsoir. Bonsoir, merci pour m'avoir invité, Royal Ogolalo Ilondo. Merci, merci à chers téléspectateurs. Vraiment, nous sommes au terme de l'émission et on se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup.